Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 29 février. Le débat à l'Assemblée nationale après le voyage de Lionel Jospin en Israël et en Cisjordanie, un ton en dessous de la polémique entretenue depuis 48 heures. 12 ans de réclusion, c'est le réquisitoire à mi-chemin contre l'abbé Morel, accusé de viol, plaidoirie de la défense en ce moment même à Rodez. Dans un peu plus de 24 heures au Texas, le condamné à mort Odell Barnes sera exécuté malgré toutes les demandes de clémence et les doutes très forts sur sa culpabilité. Petit à petit, tout peut s'acheter et se vendre via Internet, de l'alimentation jusqu'aux automobiles. Cette pratique progresse. Cinéma avec Le goût des autres, réalisé par Agnès Jaoui, un film réjouissant contre tous les préjugés, avec notamment Jean-Pierre Bacry, qui est ce soir notre invité. On attendait Lionel Jospin, on attendait ses réponses aux questions suscitées par les incidents de son voyage en Cisjordanie et surtout ses explications sur une possible politique différente de la France au Proche-Orient après l'utilisation du mot terroriste par le Premier ministre pour qualifier le Hezbollah au Liban. Les échanges ont été directs, très applaudis dans chaque camp, aussi bien lorsque M. Jospin s'est exprimé que lorsque Hervé de Charette pour l'UDF et Alain Juppé pour le RPR l'ont questionné, mais l'ensemble de ces interventions est resté relativement diplomatique. Compte rendu de cet après-midi au Palais Bourbon avec Jean-Baptiste Prédaly, François Granier et Michel Levasseur. La décontraction affichée, mais la tension sensible dans l'Assemblée. La grande explication ne s'est pas fait attendre. Une première question venue des bancs communistes et Lionel Jospin revient sur ses propos tenus en Israël et sur le Proche-Orient. En ce qui concerne le Liban, et au-delà d'un mot controversé, j'ai entendu dénoncer l'enchaînement délibéré de la violence voulu comme un obstacle aux fragiles perspectives de paix d'aujourd'hui. Après la gauche, c'est la droite qui questionne, redemande des explications, s'émeut de l'image brouillée de la France après les graves incidents de l'université de Birzeit, et Lionel Jospin reprend la parole. Je peux vous dire que la France n'a pas été humiliée, non seulement parce que je me suis comporté de façon digne face à la violence, mais ensuite parce que supposer que la France soit humiliée et supposer qu'avaient raison ceux qui, à Birzeit, m'ont effectivement caillassé. Troisième temps, troisième question, Alain Juppé. Le ton est plus direct. Lionel Jospin est accusé d'avoir changé le discours de la France au Proche-Orient. Je me demande si en réalité, ce changement n'est pas pour la France un bond en arrière de 45 ans, un réalignement sur les thèses d'un seul des protagonistes de la région qui nous prive de toute crédibilité et de toute influence auprès des autres. Sous-entendu, Lionel Jospin n'aurait pas dû s'exprimer comme il l'a fait. Réplique du Premier ministre, certains de ses prédécesseurs ont aussi fait entendre leurs différences, par exemple Jacques Chirac. Je vous invite tous à vous reporter au débat, aux interpellations, aux mises en cause publiques du président de la République, François Mitterrand, par le Premier ministre en 1986 et 1988. À la sortie, malgré la cohue, c'est plutôt l'apaisement. Il y a eu la polémique, mais elle est restée feutrée. J'ai trouvé le discours du Premier ministre rempli d'incertitudes et je ne suis pas sorti convaincu. Plutôt que de jouer sur les mots ou sur le mot, l'opposition aurait été plutôt bien inspirée d'insister sur ce qui nous rassemble par rapport à une politique élaborée en commun entre le président de la République et le Premier ministre. Au total, sur les questions sensibles du Proche-Orient, de la politique française et de la cohabitation, les passions ne se sont pas déchaînées. L'Assemblée aujourd'hui a plutôt reflété une vraie discussion politique. Aux Pays-Bas, où Jacques Chirac achevait sa visite officielle, le chef de l'État a réaffirmé que la politique de la France au Proche-Orient se voulait impartiale et équilibrée. Mais il a refusé de commenter l'intervention de Lionel Jospin, rappelant quand même à plusieurs reprises que rien n'avait changé dans l'attitude de la France à l'égard des différents pays du Proche-Orient. Monsieur Chirac. Sur ce sujet, j'ai dit, je crois, tout ce qu'il fallait dire. Au Proche-Orient, la politique de la France est équilibrée et impartiale. C'est ainsi qu'elle contribue à la paix. Et elle n'a pas changé. Mon ambition est de faire en sorte
qu'avec le gouvernement, la voix de la France en Europe et dans le monde soit forte, entendue et respectée. Voilà, Gérard Leclerc, on titrait tout à l'heure un ton en dessous. C'est vrai qu'on attendait une polémique après ces 48 heures et puis on s'était relativement calme. Oui, c'était un peu un exercice de rattrapage sur le mode s'expliquer sans se renier pour mieux tourner la page. Un exercice aussi un peu d'équilibriste. Le Premier ministre reconnaît avoir utilisé un mot controversé, terroriste, mais aussitôt pour s'affirmer toujours sans indulgence pour ceux qui utilisent la violence. De même, il reprend les termes de l'Élysée, d'une politique française d'équilibre et d'impartialité, mais tient à préciser les valeurs auxquelles elle doit se référer. Et puis quand il rappelle que la première cohabitation entre François Mitterrand et Jacques Chirac avait été l'occasion de sérieuses divergences diplomatiques, c'est immédiatement pour ajouter que jamais son gouvernement n'a critiqué et ne critiquera la politique étrangère du chef de l'État. Alors on l'a compris, comme Jacques Chirac qui s'est gardé aujourd'hui de tout commentaire, Lionel Jospin a joué l'apaisement, c'est l'intérêt bien compris du pays et puis également des deux responsables face à leur opinion publique. Alors on peut faire un bilan provisoire de tout ça? Écoutez, à Matignon, on admet que les images des pierres à Beerset et l'avalanche de critiques dans la presse vont sans doute causer quelques dégâts dans les sondages. Un mot, une bourde a mis à mal la tentative d'émancipation du Premier ministre sur la politique étrangère. L'essentiel est maintenant, selon les proches, de se recentrer sur les dossiers intérieurs, la Corse des deux mains, puis les retraites, la fiscalité, avec l'espoir que Lionel Jospin, avec sa sincérité, puis avec l'aide de la croissance, saura surmonter cette épreuve comme il l'a fait dans le passé avec les paillotes corse ou avec Michelin. Alors Humbert Védrine l'a laissé entendre cet après-midi à l'Assemblée nationale. On a appris que les négociations entre la Syrie et Israël allaient reprendre sans doute à partir du 20 mars prochain à Washington. Il y a eu plusieurs petites manifestations contre Lionel Jospin et le mot de terroriste qu'il a utilisé à l'université de Beerset, notamment en Cisjordanie. 2000 étudiants ont défilé pour demander la libération de ceux de leurs camarades arrêtés après les incidents de samedi. On a brûlé l'effigie de Lionel Jospin. Défilé également à Bethléem ainsi qu'à Beyrouth, au Liban, et des protestations peu importantes à Damas, tandis que la police palestinienne a interdit toute manifestation, elle, dans les territoires dont elle a le contrôle. Dans l'Aveyron, à Rodez, devant la cour d'assises qui doit se prononcer sur les faits de viol et d'agression sexuelle reprochés à l'abbé Jean-Lucien Morel, le procureur a requis cet après-midi 12 années de réclusion. C'est moins que la peine maximale, 20 ans, prévue pour de tels crimes, d'où un certain étonnement des parties civiles. À Rodez, pour France 2, Dominique Verdeillan et Blaise Grenier. Un avocat général très en retrait durant le procès, ayant posé très peu de questions. Un avocat général qui balaye tout ce qui a pollué ce dossier, rumeurs, ragots, pour ne garder que les faits et la personnalité de Jean-Lucien Morel. Séducteur, beau parleur, je me demande, dit le magistrat, si ce saint homme est un tartuffe, un profiteur, un abuseur, ne cherchant que son plaisir. Un homme de pouvoir qui s'en prend à des victimes fragilisées, isolées de leur famille, en attente d'affection. L'avocat général requiert 12 ans. Ce matin, les avocats des parties civiles avaient salué le courage des victimes, dénoncé le silence des institutions et souligné la force symbolique de ce procès. Il faut dire à nos enfants que ce qui a été fait est interdit. Contrairement à ce que disent les pédophiles. Les pédophiles disent aux enfants « mais ce que je te fais est normal, ne t'inquiète pas ». Ça fait partie de l'évolution sexuelle, relationnelle. Et bien là, il faut que l'institution judiciaire dise non. Dans la salle, les habitants toujours divisés du village aveyronnais et les anciens élèves du collège attendent le verdict. L'abbé Morel, lui, offre un visage de cire, celui d'un homme apparemment en paix avec lui-même. Alors Dominique Verdeillan, on est passé de l'idée d'un complot, d'une cabale, et puis à ces 12 ans requis, alors que peut plaider la défense ce soir ? Écoutez, depuis plus de 2 heures, les 3 avocats de Jean-Lucien Morel brandissent face aux jurés le spectre de l'erreur judiciaire. Alors c'est une défense toujours très difficile à entendre pour les parents des victimes, à tel point qu'il y a à peu près 1 heure, eh bien, la mère d'un des 3 mineurs a été prise de malaise et a été évacuée de la salle d'audience. Je crois qu'il faut ce soir se mettre à la place, si je puis dire, des jurés, parce que leur tâche est très difficile. Vous l'avez dit, l'avocat général a requis 12 ans de réclusion criminelle. Le maximum de la loi pour les viols pour l'abbé Morel est de 20 ans. Mais la cour d'assises de l'Aveyron peut très bien également écarter l'accusation de viol pour ne retenir que l'agression sexuelle, c'est-à-dire les attouchements, et la peine maximale retombera à ce moment-là à 7 ans de prison. Troisième solution offerte pour les jurés, l'acquittement. Le verdict devrait être connu aux alentours de minuit. Merci Dominique. Aux États-Unis, tous les 3 jours, actuellement, on exécute un condamné à mort.
Le prochain sur la liste funèbre, demain soir, à Huntsville, au Texas, c'est Odell Barnes. Il a 31 ans, il est noir, il a été condamné pour le meurtre de son ami en 1991. Il a toujours clamé son innocence. C'est le moins que l'on puisse dire à la connaissance du dossier, c'est que les doutes devraient lui profiter. Mais tous les appels à la clémence internationaux, notamment ceux de Jacques Chirac, qui a téléphoné personnellement au père de George Bush, ou de Lionel Jospin, ne semblent pas pouvoir convaincre le gouverneur du Texas de renoncer à son habitude de refuser sa grâce. Reportage Étienne Lénart et Aaron Diamond. Derrière les grilles du quartier des condamnés à mort de la prison d'Huntsville, Odell Barnes sait désormais qu'à moins d'un miracle, il ne lui reste plus que quelques heures à vivre. Tous les recours présentés par ses avocats ont échoué et il y a quelques jours, il a tenu une dernière fois à clamer publiquement son innocence. Je ne vais pas vous dire que je suis un enfant de cœur, j'ai fait des bêtises. Mais là, ils vont me voler ma vie pour un crime que je n'ai pas commis. Novembre 89, une infirmière de 42 ans est retrouvée morte chez elle, assassinée. Odell Barnes la connaissait, il est très vite soupçonné et condamné. C'est seulement il y a quelques mois, grâce à l'argent envoyé de France par l'association Lutte pour la Justice, qu'une contre-enquête est menée. Dans ce laboratoire, les avocats d'Odell Barnes font notamment analyser sa combinaison sur laquelle des taches de sang, le sang de la victime, ont été retrouvées. Notre analyse a prouvé que l'une des taches de sang qui apparaît sur cette fameuse combinaison est issue d'un échantillon de l'autopsie de la victime. Ce que l'expertise ne peut pas déterminer, c'est si le sang a été placé là intentionnellement. Cet élément de doute ne suffira pas à remettre en cause la procédure. Le procureur de Wichita Falls, Barry Macca, qui mène l'accusation depuis le début de l'affaire, considère que son dossier est suffisamment solide. Une empreinte de l'accusé a été retrouvée sur la lampe avec laquelle l'infirmière a été assassinée. On l'a dit, Odell Barnes connaissait la victime, mais les différentes cours de justice appelées à statuer rejettent tous les appels et Barry Macca en est satisfait. En vie, cet homme reste un danger pour notre société. Je crois donc que dans son cas, la peine de mort est la bonne solution. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais dans le dossier Odell Barnes, nous avons suffisamment de preuves pour demander son exécution. Malgré les appels à la clémence, lancés notamment par le pape Jean-Paul II, Odell Barnes sera donc exécuté demain. Tout le monde a peur de mourir, avait-il dit il y a quelque temps à une chaîne locale. C'est une chose à laquelle il faut se préparer. Dans un autre État américain, l'Illinois, les autorités ont suspendu les exécutions lorsque le gouverneur s'est rendu compte qu'en 20 ans, 12 condamnés à mort avaient finalement été innocentés. Ici au Texas, les autorités n'ont que des certitudes. Et Odell Barnes sera vraisemblablement demain le 10e prisonnier à être exécuté depuis le début de l'année 2000. En Tchétchénie, l'armée russe poursuit plus que jamais méthodiquement son nettoyage militaire. Les forces aériennes ont mené plus de 40 missions dans le sud de la Tchétchénie et l'infanterie s'est emparée de la ville de Chatoï. Ici, le drapeau russe a été hissé sur cette localité stratégique des gorges d'Argoun, c'est au sud de la Tchétchénie. Les blessés indépendantistes ont été pour certains transportés jusqu'en Ingouchie, dans certains hôpitaux, mais les Russes n'ont pas l'habitude de faire de quartier. De leur côté, les combattants tchétchènes affirment avoir repris un autre village à quelques kilomètres de ces gorges d'Argoun. Ce matin, le journaliste russe Andrei Babitsky de Radio Svoboda a été rapatrié du Daghestan jusqu'à Moscou, mais il est assigné à résidence par les autorités russes sous l'inculpation de participation à bande armée. Explication avec la correspondance de Gilles Rabin et Franck Brisset. Premier pas d'un homme libre, mais manifestement épuisé, au pied de son immeuble aux premières heures du matin, avec sa petite fille de 3 ans, Rebecca. Mis au secret depuis 43 jours, Babitsky découvre en rentrant que ses malheurs sont devenus une affaire d'État. Il a été sorti de prison et ramené du Daghestan en pleine nuit et en secret par avion spécial sur ordre du président russe. C'était plutôt étrange. Ils n'ont même pas prévenu ma femme. L'avion était vide. Ma femme était là-bas. Ce n'était pas difficile de la prendre avec nous. Il explique que ceux qui le détenaient ont essayé sans succès de le faire passer en Azerbaïdjan pour se débarrasser de lui. En Tchétchénie, ils ont pris mes 2 passeports. Et en utilisant la photo de l'un d'eux, ils ont fabriqué un nouveau. Un faux. Babitsky a bien été détenu à Tcherno-Kosovo, qu'il compare tout simplement au goulag stalinien et au camp nazi, et où, dit-il, il a été livré à des sadiques comme les autres détenus. Il a promis de tout raconter sur son arrestation, sa mise au secret, son invraisemblable échange et sur tout ce qu'il a pu voir en Tchétchénie, où, a-t-il confié, règne un arbitraire épouvantable. Ce que Babitsky va nous dire, nous le savons déjà. En Tchétchénie, les troupes russes se sont rendues coupables de meurtres, de pillages, de corruption.
de torture, de viol et d'exactions sur des civils. Mais il ne faut pas s'y tromper. Si Vladimir Poutine a décidé de faire libérer un témoin gênant, c'est qu'il est maintenant assuré d'être élu président le mois prochain, sans doute dès le premier tour, et que ce que révélera Babitsky n'y changera rien. Et puis je le rappelle, le photographe français indépendant Brice Flotio est toujours retenu en otage quelque part au sud de la Tchétchénie. Et demain, dans cette édition de 20h, nous recevrons la femme de Brice Flotio. Au Kosovo, à Mitrovica, les troupes françaises construisent actuellement un deuxième pont entre les deux parties de la ville, la partie serbe et la partie albanaise. C'est l'un des signes voulus par les administrateurs des Nations Unies pour tenter de désenclaver un peu plus cette ville de Mitrovica. D'autres Serbes traversent des zones albanaises chaque jour en utilisant le train qui relie Mitrovica à Pristina, un train placé sous forte escorte de soldats italiens de la KFOR. Anne Poncinet et Gilles Jacquier, nos envoyés spéciaux, ont pris ce train. Zvečan, au nord de Mitrovica. Les Serbes attendent leur train. Celui qui permet de relier la zone serbe de la ville au village serbe enclavé plus au sud. C'est le seul moyen sûr qu'on ait pour aller là-bas. On ne peut pas y aller ni en voiture ni à pied. Le train arrive avec 1h30 de retard. Certains jours, en période de tension, il n'est jamais venu. Finalement, les wagons entrent en gare, estampillés KFOR, et le retard s'explique. Les soldats grecs qui assurent la sécurité à bord passent chaque voyageur au détecteur de métaux, et il y a du monde. Départ, toutes lumières éteintes. On traverse là le pont de Mitrovica et des quartiers albanais. Le train rempli de Serbes est vulnérable. On a déjà reçu des pierres lancées sur le train et il est arrivé qu'on trouve posés sur la voie des objets destinés à le faire dérailler. En principe, le train est accessible à tous. Mais sur la ligne, la plupart des arrêts sont serbes, alors le train est devenu serbe. C'est désormais une sorte de corridor qui permet d'aller faire ses courses, visiter la famille. Et au bout du voyage, c'est le retour au village, lui aussi gardé par la KFOR. Le lendemain, au petit matin, toujours sous escorte, le train repart en sens inverse. Il est conduit par des soldats italiens parce qu'on se bat pour ce train. Serbes et Albanais se disputent les postes de cheminots. 500 Albanais viennent d'être embauchés et doivent peu à peu prendre les commandes. Pour l'heure, ils voyagent dans un compartiment à l'écart. Ils souhaitent voir plus d'Albanais à bord. On a demandé à ce qu'ils remettent en service les gares des villages albanais. Mais la KFOR trouve des prétextes pour ne pas le faire en disant qu'il y a des travaux à réaliser d'abord. Pour eux, le terminus, c'est ici. À quelques jours de leur prise de fonction, ils n'osent toujours pas aller jusqu'à la gare suivante parce qu'elle est en zone totalement serbe. Le train, lui, continuera ses allers-retours, passant de zone albanaise en zone serbe. Mais que faire pour que les deux communautés parviennent à voyager ensemble? En Autriche, Jörg Haider a démissionné de la présidence de son parti. Ce retrait est accueilli avec une extrême prudence en Europe, car il pourrait bien s'agir d'une nouvelle manœuvre politique du chef d'extrême droite autrichien qui ne cache pas qu'il brigue le poste de chancelier d'Autriche actuellement occupé par le conservateur Schussel. La communauté internationale peu à peu s'organise pour venir en aide au Mozambique. Des centaines de milliers de personnes sont victimes des ravages causés par les inondations. Les intempéries ont repris et le manque de moyens de secours se fait sentir. Commentaire Jérôme Bonny. Tout ce qui sort de l'eau est devenu un refuge où survivent depuis 5 jours les rescapés des pires inondations qu'ait connues le Mozambique en 50 ans. Rotations incessantes des hélicoptères, sud-africains pour la plupart. Mais sauvetage trop lent, capacité trop réduite des appareils pour des sinistrés qui attendent depuis trop longtemps déjà. Les équipes doivent faire des choix déchirants, explique une responsable du Programme alimentaire mondial qui mène les opérations. Elles sont parfois obligées de laisser sur place des gens qu'elles ne reverront plus. Avec ceux qui ont la chance d'embarquer, les sauveteurs emportent les risques de contamination par le choléra. Toute l'activité économique est paralysée dans le sud du Mozambique. Le bilan provisoire est de 200 morts. Et les organisations internationales se sont lancées dans une course contre la montre pour éviter la famine dans ces régions où le cheptel est décimé.
Au Nigeria, les affrontements continuent entre les communautés chrétiennes et musulmanes au sud-est du pays. Dans la ville d'Aba, il y aurait eu 300 morts. Et puis dans cette ville de Kaduna, il y aurait également plusieurs dizaines de morts. Devant ces violences, les 3 États du nord du Nigeria vont renoncer à la charia, la loi islamique qu'ils avaient adoptée, qu'ils voulaient mettre en application, ce qui provoquait les émeutes de la part de la communauté chrétienne. L'Assemblée nationale vient d'adopter une proposition de loi instituant une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes de Vichy. Une journée d'hommage aussi à ceux qui ont aidé les victimes des persécutions de l'État français. Cette journée est fixée au 16 juillet, la date anniversaire de la rafle du Veldiv. En France, la baisse du chômage continue. Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 18 700 au mois de janvier dernier par rapport à celui de décembre 1999, ce qui porte le total des chômeurs à 2 564 900 selon les statistiques du ministère de l'Emploi. Alors, exemple de création d'emplois, c'est dans le Nord, près de Valenciennes, où le constructeur automobile japonais Toyota cherche des cadres et des ingénieurs pour son usine d'Oningue. Le recrutement a du retard car la direction de Toyota, qui veut recruter au total 2000 personnes d'ici 2003, a bien du mal à trouver des ingénieurs spécialisés. Reportage Nathalie Moisan et Patrick Voix. C'est l'un des plus gros chantiers industriels de France. Tandis que la construction de l'usine s'achève ici, là, Toyota recrute à tour de bras ceux qui vont y travailler. Pour ses futurs ouvriers et techniciens de maintenance, c'est la 3e épreuve, montage et démontage de jantes, 2 heures d'exercice. Bien peu ont déjà une expérience dans l'automobile. Je ne suis pas être en bâtiment, parce que bon, vous savez que dans le Nord, on est très atteint. Là, l'opportunité s'ouvre à moi, surtout que je viens de passer déjà, je passe mon 13e test. J'espère que pour moi, ça sera positif par la suite. Dans le Valenciennois, où le taux de chômage atteint presque 20%, l'arrivée de Toyota est une bouffée d'air frais. 10 000 dossiers de candidature reçus dans ce centre ANPE, c'est moins qu'attendu pour ce type de recrutement, mais de nouvelles demandes arrivent chaque jour. En fait, c'est pour trouver les cadres que les difficultés sont les plus importantes, car là, Toyota a de réelles exigences. C'est vrai que nous demandons à tous les candidats à un poste d'encadrement de faire le premier entretien en anglais. Et c'est vrai aussi qu'en France, peu d'ingénieurs et cadres utilisent l'anglais au quotidien et sont capables de faire ce genre d'exercice. Oui, bonjour, monsieur. Et pour les trouver, 2 cabinets de recrutement sont sollicités. Ici, on chasse les ingénieurs sur leur lieu de travail pour les débaucher. Car avec la reprise économique, il y a moins de candidats que de postes à pourvoir. Le marché s'est retourné là, en l'espace de 18 mois en faveur des candidats, il faut le dire. Et puis, on est sur le bassin du Valenciennois, ça a sa petite difficulté. Déjà, la terre du Nord n'était pas tout à fait la terre de prédilection des cadres en France. Et pour convaincre ceux qui hésitent, Toyota fait tout pour gommer son origine japonaise et se présente à Valenciennes comme une multinationale. En revanche, près de 1500 emplois seront supprimés en France par la multinationale Alstom Power, avec des fermetures de sites à Belfort, La Courneuve et l'Isle-et-Lannoy, c'est dans le département du Nord. Alstom Power prévoit de supprimer 10 000 emplois dans le monde pour se restructurer. Les négociations se poursuivent entre ministères et syndicats d'agents hospitaliers. Le gouvernement aurait proposé 2 500 millions de francs supplémentaires pour les hôpitaux en 2000, dont près de la moitié pour des renforts de personnel. Mais les syndicats estiment que tout cela ne fait pas le compte. Les négociations continuent ce soir. Sur fond de Salon international de l'agriculture qui se tient actuellement à Paris, les productions biologiques publient leurs chiffres. Il y a bien une forte progression de production et de consommation, mais cela reste encore très marginal. Le marché des produits bio représentait 0,5% du marché agroalimentaire français en 1997. Et pourtant, on le dit, on le répète, le besoin de sécurité sanitaire et de produits entre guillemets propres est de plus en plus exprimé par les consommateurs. Et même les produits dits biologiques n'échappent pas au contrôle. Le tout est de savoir si ces contrôles sont aussi nombreux, aussi rigoureux que pour les produits non bio. Reportage Françoise Vallée avec François Privat et Philippe Ritten à Poitiers. Dans cette ferme des Deux-Sèvres, Jean-Paul Gobin travaille en bio depuis 88. Il élève des poulets, pintades, canards. Il a environ 10 000 volailles, soit 5 fois moins que dans un élevage conventionnel. Elles sont nourries exclusivement de céréales biologiques, pas de vitamines de synthèse, pas d'antibiotiques. Ils sont de toute façon interdits en agriculture biologique. Les animaux, on doit les renforcer leur immunité. Et on ne renforce pas les immunités en combattant les maladies par des antibiotiques. Nous n'utilisons pratiquement que des produits à base d'homéopathie. Toutes ces volailles sont ensuite abattues et conditionnées à la ferme. Elles ont beau être bio, quand la lame du couteau entre en scène, il y a toujours un risque bactérien.
Comme dans toute entreprise de l'agroalimentaire, Jean-Paul Gobin fait faire régulièrement des analyses afin de contrôler l'hygiène. Toutes les précautions sont prises, mais je ne peux pas, je ne vois pas de mesures spécifiques à la bio dans le domaine de l'hygiène. Bio ou non, les locaux doivent être agréés. Les producteurs utilisent les mêmes produits nettoyants, les mêmes désinfectants. Le règlement est le même pour tout le monde. S'il y a un aval de la production au niveau d'un atelier de découpe, il y a une contamination de salmonelle, bien que ce soit une volaille biologique, une volaille sous label ou une volaille conventionnelle, il est bien certain que la contamination pourra avoir lieu de la même façon. Dans les magasins bio, les récents problèmes de listeria ont fait chuter les ventes en charcuterie. En revanche, les clients sont de plus en plus nombreux à acheter de la viande. Bio ou pas, pour les personnes à risque, les consignes restent les mêmes. Éviter les produits au lait cru, les poissons fumés, la charcuterie et les viandes saignantes. Petit à petit, on trouvera de tout sur Internet. Carrefour, le numéro 1 de la distribution en Europe, et l'américain Sears viennent de s'associer pour créer le premier marché mondial d'approvisionnement en ligne. Mais c'est aussi l'automobile que l'on peut acheter et vendre sur le net. Demain, au Salon de Genève, qui vient de s'ouvrir, le patron de Vivendi, Jean-Marie Messier et Jean-Martin Fols, le patron de Peugeot, doivent annoncer un partenariat pour rendre accessible l'Internet dans la voiture. En attendant, c'est l'inverse. C'est le marché de l'auto qui est sur Internet dans certaines concessions en pointe. Reportage Luc Bazizin et Patrick Voix. Dans cette concession automobile Peugeot, ce salarié a pour seule mission de répondre aux questions des clients par le biais d'Internet. Sur le site, il suffit d'exprimer ses désirs automobiles et l'ordinateur fait le reste. Et là, vous cliquez sur recherche automatiquement et hop, elle apparaît ici. Le véhicule est directement sur votre ordinateur. Vous n'avez plus besoin de prendre un dimanche ou un samedi matin pour aller à la concession voir votre véhicule. Le véhicule est là et vous pouvez le visionner et savoir tout. Depuis la création de son site électronique, cette concession a gagné une vingtaine de clients supplémentaires chaque mois pour des véhicules d'occasion. C'est aussi le moyen d'agrandir la vitrine virtuellement. L'arrivée d'Internet dans notre concession automobile nous a amené premièrement déjà une vitrine mondiale, que l'on n'avait pas avant bien sûr, et deuxièmement une clientèle différente qui connaît parfaitement les produits, qui est très bien renseignée par le biais d'Internet. Même le groupe Galeries Lafayette s'intéresse à ce marché. Sa filiale Laser pour Lafayette Service vient d'investir 20 millions de francs dans ce site américain Autobytle, spécialiste de la vente en ligne de véhicules neufs. Autobytle reçoit 150 000 demandes d'achat par mois et en concrétise 50 000 pour des voitures neuves. C'est donc environ le tiers du marché automobile des voitures neuves françaises. Pour les particuliers, c'est assez considérable. Un gâteau que chacun veut goûter. Aux États-Unis, 75% des concessionnaires payent pour être présents sur ce type de site. De son côté, Renault, qui vient d'investir 1 milliard de francs pour lancer sa stratégie de commerce électronique, assure que les clients pourront très bientôt créer leur voiture à la carte. Ils pourront cliquer la voiture, choisir la couleur, la construire et véritablement la commander au constructeur, c'est-à-dire déclencher sa fabrication à partir du moment où le paiement a été effectué auprès du concessionnaire. En plus de sa voiture, le client peut déjà choisir son financement, sa garantie et son assurance. L'automobile devient presque un objet comme un autre, vendu dans le plus grand supermarché du monde, l'Internet. Et puis dans ce domaine, le Conseil supérieur d'audiovisuel, présidé par Hervé Bourges, a décidé de surseoir à sa décision d'autoriser la publicité télévisée pour les sites Internet. Du sport, du rugby, la série des défaillances physiques des joueurs de l'équipe de France de rugby n'est pas terminée. À l'issue de l'entraînement du 15 de France à Clairefontaine et avant son match face à l'Écosse, Fabien Pelous a une contracture au dos, Olivier Magne est incertain et Marc Dalmazo a quitté le terrain se plaignant de son épaule. Du cinéma avec un film réjouissant, une comédie parfois amère, parfois très douce sur ce que nous sommes, sur nos grands principes, nos exclusions, nos jugements péremptoires. Cela s'appelle Le goût des autres. C'est écrit et réalisé par Agnès Jaoui, que l'on retrouve également dans ce film, dans sa première réalisation en solo, après avoir participé à l'écriture de Cuisine et dépendance, Un air de famille ou encore On connaît la chanson. Alors avant de retrouver son complice, Jean-Pierre Bacry, l'un des acteurs, celui qui joue un chef d'entreprise moqué, méprisé, mais finalement heureux d'être lui-même, voici Agnès Jaoui parlant de son travail, de son film et de Jean-Pierre Bacry. Présentation Marie-Jo Jouan avec Vincent Ferreira. C'est l'histoire d'un chef d'entreprise un peu beauf qui tombe amoureux d'une actrice prof d'anglais. C'est l'histoire de son garde du corps qui fréquente une serveuse, amie du chauffeur du chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a?
On se connaît d'où exactement? Excusez-moi, hein, mais je... Ça n'a aucune importance. On a juste couché ensemble. C'est l'histoire des goûts des uns et des couleurs des autres. C'est l'histoire d'Agnès Jaoui qui a décidé de mettre en scène pour la première fois les personnages qu'elle joue et co-invente avec son complice Jean-Pierre Bacry. C'est pas mal la fille là-bas. On parle déjà beaucoup d'elle, qu'en pense-t-elle? Eh ben, je sais pas du tout. Le mec là avec les cheveux blonds, tu lui fais un certain effet, hein, apparemment. Il te quitte, mais il te retourne pas. Ce que j'aime, par-dessus tout, je dirais, enfin, et qui se retrouve dans le fait de jouer, d'écrire ou de mettre en scène, c'est raconter des histoires, quoi. C'est 3 façons de raconter des histoires, et voilà, j'aime bien ça. Tiens. Il lui a dit qu'il voulait divorcer. Ensemble depuis plus de 10 ans, Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui cumulent les succès. Elle le dirige pour la première fois. Ouais. Et comment elle a réagi? Bah, désespérée. Elle a dit quoi? C'est parce qu'on ne veut pas avoir d'enfant? Il a dit non, non, c'est pas pour ça. Oh. J'avais encore jamais vu une femme. Je l'aime beaucoup, beaucoup comme acteur aussi. Enfin vraiment, c'est un acteur que j'apprécie énormément. Et je savais, enfin j'avais une idée précise de lui dans ce rôle. Enfin, donc voilà, après il faut juste faire gaffe à avoir autant d'égards finalement avec lui qu'avec quelqu'un que je connaîtrais moins. Monsieur Castella, Le goût des autres, un film comme une invitation à lutter contre le sectarisme et l'esprit de chapelle. Bonsoir Jean-Pierre Bacry. Comment ça va? Bon, ça va bien, je suis très content de vous recevoir parce que je disais c'était vraiment un film réjouissant, je crois que tous ceux et celles qui l'ont vu ont été réjouis effectivement. Le goût des autres, c'est vraiment le film que vous avez voulu écrire sur les préjugés, nos manières de juger les gens sans arrêt, c'est ça? Oui, c'est ça, comment les milieux culturels se jaugent, se jugent, se toisent, se méprisent, comment il faut dire certains mots, porter certains vêtements pour être accepté, parler une certaine langue, un certain jargon, et vous voyez bien que vous êtes exclu quand vous n'avez pas les codes qui correspondent au milieu que vous voulez fréquenter. Le film se déroule dans une petite ville, mais au fond ça pourrait être dans n'importe quelle ville. Oui, ça n'a pas d'importance. On a choisi une ville de moyenne importance en province, mais on ne voulait pas que ça se passe à Paris parce qu'on ne voulait pas qu'on nous parle de parisianisme. On ne voulait pas citer vraiment la province non plus. Enfin, c'est un petit peu Et vous êtes le chef d'entreprise qui va faire une vraie rupture dans sa vie sentimentale, qui va être amoureux, attiré par d'abord un texte, Bérénice, puis une actrice, et puis le milieu qui l'entoure, cette comédienne, va vous traiter comme un pauvre type, quoi. Bah oui, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire ils ne reconnaissent pas là un des leurs, ce moustachu réactionnaire ne peut pas leur convenir, ils se sont arrêtés à quelques apparences et voilà quoi, ils méprisent comme je vous dis, on se méprise comme... En fait, je suis en train de répéter exactement la même chose qu'au début, quoi. Alors, est-ce que... Moi, je me suis demandé, est-ce que quand avec Agnès Jaoui, vous avez travaillé sur ce scénario, sur les acteurs, est-ce que vous vous êtes dit, bon, au fond, il faut qu'on fabrique des archétypes de notre société? Est-ce que vous êtes... Non oui, on se dit toujours ça quand on travaille, parce que notre but, nous, c'est l'identification des gens, c'est-à-dire qu'on puisse se reconnaître et reconnaître ses proches. Donc, en général... Plutôt que de parler de cas particuliers, c'est-à-dire de gens qui ont, je sais pas, qui ont une caractéristique très très bizarre, très insolite, et ça n'intéresserait personne. Sinon, ceux qui ont la même, c'est-à-dire 12 personnes en France, donc on préfère effectivement choisir des archétypes, c'est-à-dire des comportements courants, quoi. Alors, on a souvent dit que vous étiez un acteur tout à fait à part. On a vu Kennedy et moi, ce film-là. Et puis j'ai lu dans le magazine Psychologiste que dit Agnès Jaoui de vous. Son côté non comédien, surtout ce non-besoin de séduire, de plaire. D'ailleurs, ce soir, vous n'avez pas voulu vous faire maquiller, surtout être tout à fait naturel. Vous avez effectivement pas envie de plaire? C'est-à-dire que j'ai pas envie de plaire. Disons que j'ai de l'orgueil. Donc j'ai de l'estime pour moi-même et il me semble que je n'ai pas à user des artifices dont il faut user habituellement et vous voyez que ça rejoint les préjugés. Le mec qui se rase pas, par exemple, ça peut paraître inconvenant, mais finalement Jörg Haider, il se rase, lui, il est toujours très 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 bien rasé, il a des très beaux costumes, mais bon, il n'empêche. Donc je trouve qu'il faut passer là-dessus et
qu'effectivement j'aime pas une certaine séduction, j'aime pas le sourire à tout prix, j'aime pas être joli pour plaire à la ménagère de moins de 50 ans, ou je m'en fous quoi. Je compte sur mes qualités propres et sur ma personnalité pour intéresser ou ne pas intéresser les gens. Si je les intéresse pas, je ne vais pas les racoler, je ne vais pas les chercher. C'est compliqué quand même quand on fait ce métier de saisir de vitrine, de se mettre devant. Ben oui, mais il faut savoir. Moi, je trouve qu'il faut savoir. Il faut savoir ne pas avoir cette idée reçue-là. C'est-à-dire, il faut savoir être acteur. Enfin, moi, je conseillerais ça aux acteurs. Je dis, il faut savoir être soi-même, quoi. C'est pas grave d'être soi-même. C'est pas si dommageable que ça. Je trouve que les gens à qui vous plaisez, qui vous font confiance, eh ben, ce sont ceux justement qui n'aiment pas les gens ordinairement jolis et bien présentés. Comment vous abordez ce métier de rentrer dans un personnage? Vous essayez de vous fondre dans le personnage ou au fond vous vous dites non, ça sera toujours Bakri? Oui, moi j'ai pas un grand, enfin, j'ai pas une passion énorme pour la composition. Je trouve ça toujours très bien quand on me dit que De Niro a pris 620 kilos pour jouer un rôle, etc. Moi je trouve ça vraiment très bien de sa part. S'il a envie de se faire chier comme ça, c'est son problème et c'est sa façon de concevoir l'acteur. Moi j'aime jouer, j'aime l'authenticité, j'aime la vérité, j'aime être vrai, quoi. J'ai beaucoup de passion pour la vérité personnellement. Donc la composition, aller jouer un gros qui fait ceci ou un très mec qui fait cela ou me mettre un postiche et jouer un vieux professeur tout sautant, etc. J'en ai pas envie. J'ai envie de jouer les choses que je suis capable de jouer. Effectivement, je vais chercher en moi très proche. C'est pour ça que vous-même, Agnès Jaoui, vous avez, je dirais, une troupe d'amis. Il y a notamment beaucoup de comédiens de théâtre qu'on voit pas beaucoup au cinéma dans ce film ou des autres qui sont tout à fait remarquables. Il y a une distribution très juste. Bah oui, puis là encore, ça illustre un petit peu le thème du film sur les préjugés. Vous voyez, c'est-à-dire les réalisateurs de cinéma en général, ils vont chercher des acteurs ou des actrices qu'ils ont vus dans le film d'avant chez leurs petits camarades. Qui venaient de faire un film de cinéma où ils avaient engagé quelqu'un qu'ils avaient vu dans un film de cinéma avant, et donc c'est pour ça qu'on se retrouve toujours avec les mêmes têtes. Et je trouve ça dommage parce que quand vous voyez des gens comme Luc Besson qui vous disent qu'ils vont chercher des acteurs américains parce qu'il n'y a pas assez d'acteurs en France, j'ai envie de lui dire mais va au théâtre parce que tu vas en trouver des milliers d'acteurs. Il y a des acteurs fabuleux, formidables. Anne Alvaro, c'est une diva du théâtre que les gens du cinéma ne connaissent pas. Je sais pas, vous l'avez vu dans le film, vous voyez bien que c'est une actrice hors pair. Bon, ben, tout le monde s'en fout. Je sais pas, elle a peut-être joué deux ou trois rôles au cinéma, ce qui est tout à fait injuste. Donc on va effectivement chercher des acteurs de théâtre parce que ce sont des acteurs. Eh ben, c'est une réussite. Le goût des autres, c'est vraiment recommandé. Merci beaucoup. Je vais vous faire un cadeau parce que c'est un journal qui s'appelle La Bougie du Sapeur qui paraît que les 29 février, donc tous les 4 ans. Alors vous pouvez vous abonner pour le 21e siècle complet, c'est pas très cher, et puis vous trouverez les résultats des jeux publiés il y a 4 ans. Ouais, c'est pas mal. Voilà, je pense que ça devrait vous intéresser, La Bougie du Sapeur. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je voudrais vous rappeler l'actualité concernant le débat à l'Assemblée nationale. Monsieur Lionel Jospin qui est intervenu, répondant aux questions notamment d'Hervé de Charette et d'Alain Juppé sur son mot de terroriste utilisé à l'égard du Hezbollah. Le ton a été plutôt plus calme, moins polémique, infiniment plus diplomatique pour expliquer finalement qu'il n'y avait qu'une seule politique de la France et qu'elle n'avait pas changé. C'est aussi ce qu'a dit M. Jacques Chirac à La Haye à la fin de son voyage officiel. Voilà, et puis 12 ans requis, c'est la réquisition prononcée cet après-midi contre l'abbé Morel, accusé de viol et d'agression sexuelle. Actuellement, la défense plaide. Le verdict devrait être connu à Rodez devant la cour d'assises de l'Aveyron, sans doute très tard ce soir. À 23h20, vous retrouverez La vie à l'endroit, présentée par Mireille Dumas, sur le thème Ces femmes qui séduisent. À 1h, vous retrouvez Florence Duprat pour le dernier journal. Et puis demain, 7h50, Gérard Morin recevra le nouveau président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Henri Emmanuelli. À 13h, Carole Gester et Rachid Arab ici même. À demain, 20h. Bonsoir. Merci. Merci à vous.